Ce sujet nous a semblé très important parce que depuis quelques années, vous le savez, la loi nous impose de prendre des enfants toujours plus jeunes si on veut faire un cycle total, un cursus total dans le cadre d'une institution telle que le conservatoire. Et avec les collègues, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir des éléments de réponse, pas forcément des réponses, mais des éléments de réponse qui nous permettent de savoir comment accompagner ces jeunes chanteurs, ces futurs peut-être grands chanteurs aussi, comment mettre des bases solides déjà sans prétérité, sans aller trop vite dans l'établissement de réflexes corporels et vocaux, en respectant leur immaturité vocale et physique, pour donner des bonnes bases, comment les accompagner pendant la mue aussi, et puis c'est ce qui nous permet après d'enchaîner assez rapidement sur la voix d'adulte et de vraiment mettre en place un instrument. Donc d'avoir quelques éléments précis de physiologie, d'anatomie, de comment tout ça se passe, nous a semblé très important. Et je remercie la docteuresse Schweitzer d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je l'accueille avec beaucoup de reconnaissance et très cordialement. Et vous aurez le temps de poser quelques questions par la suite. Un tout grand merci pour ces paroles, merci pour votre accueil, merci pour cette invitation. Je vais vous donc définir ce qu'est cet enfant chanteur. Je me disais, mais mon titre il est ambigu. Je ne vais pas vous parler d'enfant chanteur particulier, mais qu'est-ce qu'un enfant par rapport à un adulte dans son développement vocal? Grosso modo, on va parcourir les âges de la voix, les différences anatomiques entre un adulte et un enfant. Registre par registre, quel registre chez l'enfant? La mue, quel est ce phénomène? Qu'est-ce qui s'y passe? Il chante faux, ça vient d'où? Travail technique avec un enfant, ça c'est des toutes petites pistes. Vous êtes beaucoup plus apte que moi à définir cette technique, à choisir ce travail que vous faites avec ces petits. Les âges de la voix, quand on observe un enfant, on voit qu'il va évoluer tout au cours de sa vie et qu'on a une première année où il découvre sa voix, il découvre son son. On a ensuite un enfant qui de 1 à 5 ans va mettre en place ses organes articulatoires, son contrôle moteur. 6 à 10 ans, il commence à aimer le chant si on le lui apprend, si on lui fait aimer le chant, il va commencer à aimer utiliser sa voix. 10 à 15 ans, sa voix commence à se maturer, il entre dans la période de puberté. Déjà à partir de 10 ans, même si on ne l'entend pas, il est déjà en transformation hormonale et ses organes vont déjà évoluer tranquillement. 15 à 20 ans, c'est déjà le jeune adulte. Et puis là, on a une voix qui est travaillable comme un jeune adulte. Et puis ensuite, on a l'adulte, et puis senior. C'est à partir de quand qu'on est senior? 65 ans, 70 ans. Pour moi, la voix âgée, c'est 80 ans, où vraiment on accuse le coup. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, il garde une voix qui fonctionne et qui est jeune. Les facteurs qui vont influencer l'enfant et son développement vocal, ils sont très divers. On a d'abord son bagage génétique, qui va configurer ses cordes vocales, configurer ses organes phonatoires, configurer sa facilité d'apprentissage. Donc un bagage génétique est important. Sa maturation neurologique, son développement psychomoteur, le développement de son contrôle audiophonatoire, s'entendre et savoir reproduire, une oreille qui s'entend bien, une oreille qui fonctionne pour bien s'entendre. Croissance de ses organes, un enfant qui aura eu des problèmes d'angine, une amygdalectomie qui s'est mal passée avec des cicatrices, il va avoir un voile du palais qui fonctionne un peu moins bien, il peut avoir des petits problèmes anatomiques qui vont apparaître durant sa croissance de par son parcours médical. Très important, c'est l'environnement culturel, l'environnement éducatif, affectif. Et puis je pense aussi à donner envie, les parents, l'école, les médias qu'on a actuellement qui sont tellement forts. Je voyais récemment des petits, mais de 1 an et demi, 2 ans, qui ont déjà des tablettes sur lesquelles ils écoutent des comptines toute la journée. Ils chantent pas, mais ils écoutent cette espèce de machin en boucle. On leur met des sons dans la tête, on leur met des rythmes, on leur met des mots. Après, comment vont-ils le reproduire? Comment vont-ils savoir l'exprimer?
on dit qu'on les rend des petits robots, hein, ces enfants, qu'il ne faut pas les laisser toute la journée, on les nivelle quand on les laisse devant leur tablette toute la journée à écouter des comptines en boucle. L'apprentissage par mimétisme. Et puis, l'enfant, il a des maladies intercurrentes, il a des angines, il a des rhumes, il a des allergies, toutes ces choses qui vont augmenter ses sécrétions, éventuellement provoquer des enrouements, qui vont nécessiter des traitements au cours de sa croissance. Là, on se retrouve aussi dans la problématique d'adulte. Dans le développement et le contrôle psychomoteur, j'ai ressorti une vieille diapositive. C'est un concept allemand. Ce Polter syndrome, ce syndrome de dysfonctionnement cérébral mineur. En phoniatrie, quand on évalue le développement du langage d'un enfant, et puis par exemple un enfant hyperactif, qui a une voix qui est toujours poussée en parlant, on tient compte de ces données-là. C'était l'enseignant que j'avais, le docteur Virtichka, chez qui j'ai travaillé à Lucerne il y a au moins 25 ans maintenant, qui me sensibilisait à ça. On a des enfants qui se développent, qui vont à l'école, qui n'ont pas une malformation congénitale qui fait se dire mais il va avoir un retard scolaire, il fonctionne pas bien cognitivement. Mais chez qui on observe des petites altérations développementales et ce que l'on voit nous comme observants, comme enseignants, comme médecins, comme logopédistes, comme thérapeutes, c'est un peu les crêtes de l'iceberg. C'est comme si on a un gros iceberg sous la surface de l'eau, trouble des mécanismes d'intégration neurale, léger. Je ne vais jamais dire à un parent « Oh, votre petit, alors moi je pense qu'il a des troubles mineurs de ses fonctions cérébrales. » Vous imaginez la panique à bord si je lui dis « Son cerveau ne fonctionne pas bien. » Mais nous, comme personne observant ces enfants, ça peut nous donner des indices. Un enfant qui a ça peut être un enfant hyperactif. C'est un enfant souvent qui a un retard de développement du langage, il va apprendre plus lentement qu'un autre. Un retard de développement de la parole, on va peut-être observer des faiblesses en lecture, en écriture, c'est la dysorthographie, dyslexie. C'est plus souvent des enfants qui auront beaucoup de désordre, qui ne savent pas mettre les choses à leur place, qui oublient tout, qui sont jamais ordonnés. Je ne dis pas qu'il faut cadrer nos petits comme au service militaire, mais c'est des enfants qui plus souvent vont développer des dysphonies hyperfonctionnelles, des forçages de voix dans le cadre de l'école, de la récréation, du sport. C'est des enfants qui parlent toujours trop fort, des anomalies du rythme, de la musicalité, et puis donc l'agitation motrice. Mais ces trois petits points, si vous devez prendre des enfants de plus en plus jeunes et de plus en plus petits, vous allez percevoir ce genre de choses-là, et c'est des enfants simplement, il faudra être un peu plus lent avec eux, leur réexpliquer les choses, comprendre que il faut peut-être lui apprendre à utiliser moins fort sa voix plus qu'à un autre, peut-être lui apprendre le rythme de façon un peu plus intégrative, de façon plus répétée, plus soutenue qu'à un autre. Donc, se dire qu'on peut avoir des enfants qui ont ces petites anomalies qui vont faire qu'ils vont avoir un développement un peu plus difficile. On parle toujours de schéma corporel quand on parle d'un individu. Schéma corporel, c'est notre représentation, notre sensation de notre corps et notre connaissance interne de nous-mêmes. Ce schéma corporel, il est tellement fort que quelqu'un qu'on opère d'un œdème de Reinke avec une voix très grave, quand il a terminé son repos vocal, il va avoir envie de reprendre la voix trop grave que créait l'œdème de Reinke. Parce que son cerveau a intégré que la voix de cette personne, c'était d'avoir une voix grave. Et puis nous, on aimerait qu'il retimbre et replace les fréquences de sa voix là où ses cordes vocales sont faites et là où elles travaillent comme il faut. Mais donc le schéma corporel, c'est quelque chose que notre cerveau intègre peu à peu et il dit « moi je suis comme ça et je dois faire comme cela et si j'entends une voix qui est différente, c'est pas juste. » On pense à la mue, on pense à des choses comme ça. Donc, c'est le schéma, la connaissance, la représentation, le vécu que tout individu, et l'enfant en particulier, a de son propre corps. C'est la connaissance de son corps, la relation, la façon d'entrer en relation avec les autres, la latéralité, gaucher, droitier, oreille dominante, l'orientation spatio-temporelle. Ça s'élabore lentement et on estime que ce schéma est achevé. Je ne dis pas qu'il ne va pas se modifier encore au cours de l'âge adulte, mais à 11-12 ans, l'enfant a une image globale de lui-même et de son corps.
Et c'est vers 5-6 ans qu'il va constituer les notions de temporalité et de rythme. Donc si vous commencez avec des petites 6 ans, c'est là que vraiment on va mettre en place le rythme. Plus petit, s'il a un bon rythme, c'est un peu c'est qu'il est doué, quoi. Voilà. Comportement observable par rapport à l'âge, par rapport au son, à la musique. De 0 à 1 an, il réagit au son. De 1 à 2 ans, il va faire des petites chansons, il va se mettre avec son la à faire des sons, à commencer à faire un peu de musique, ce petit. Et il va aimer éventuellement utiliser un instrument et taper dessus et créer des sons. 2 à 3 ans, il commence à reproduire des bribes de chansons. Si on lui chante, il va aimer reproduire des quelques notes avec vous. 3-4 ans, il saisit le plan général d'une mélodie pour éventuellement la répéter. Il peut se mettre à vous chanter des petites chansons, des petites comptines. 4-5 ans, il va discriminer grossièrement les hauteurs, reproduire les rythmes simples. 5-6 ans, il peut commencer à comparer des variations d'intensité. C'est fort, c'est pas fort. Nous, en thérapie vocale chez un petit enfant, 5-6 ans, 4-5 ans, quand on lui dit « mais tu dois parler moins fort », on doit lui apprendre sur le plan proprioceptif, tactile, c'est quoi fort? Ça c'est fort, ça c'est doux. Ça, c'est fort. On essaie de lui faire des liens entre ce qu'il ressent dans son corps, voix forte, et le fort qu'on lui donne dans son dos, sur son bras, etc. Mais donc, comparer les variations d'intensité, les rythmes, les réalisations tonales dans les chansons simples. 6-7 ans, la justesse du chant se perfectionne. Donc jusqu'à 6-7 ans, un enfant même tout à fait normal n'a pas forcément une voix toujours juste. Et de nouveau, on a des petits pianistes à 4 ans et puis on a des petits chanteurs plus ou moins doués que les autres. 7-8 ans, il va rechercher la consonance, ce qui est beau, alors qu'il va essayer d'éviter les dissonances. 8-9 ans, il va améliorer ses réalisations rythmiques. Donc on pense aussi à l'apprentissage du piano, des instruments. 9-10 ans, il va acquérir le sens de la cadence. Et tout ça, c'est théorique. On est dans un schéma théorique. On se rend compte que des enfants qui ont une voix en difficulté ont souvent une immaturité motrice. Mais même un enfant qui a un développement moteur optimal n'a pas forcément une belle voix. L'un ne va pas forcément avec l'autre. Tout ce qui perturbe ou rend maladroit le mouvement des lèvres, de la langue, du voile du palais, du pharynx, peut retentir sur la voix. Ça, c'est logique. Tout ce qui altère l'audition peut retentir sur la voix. Un enfant qui, bébé, a eu beaucoup d'otites moyennes sécrétoires, qui à 2 ans avait encore des otites moyennes sécrétoires, va mal percevoir certains timbres, certains sons, va avoir des difficultés à acquérir certaines syllabes, certains sons, certaines prononciations. Et dans la musique, il va l'intégrer aussi différemment. Donc savoir si un enfant a eu beaucoup d'infections quand il était petit, ça peut avoir du sens s'il chante faux, de se dire mais il a peut-être pas reçu le bagage à ce moment-là intuitif qu'un petit de 2 ans reçoit. Il l'aura reçu un petit peu dévié, un peu maillé. Un enfant avec une otite moyenne sécrétoire, il a 30 dB de moins. C'est comme si je vous entendais avec les doigts qui n'appuient pas complètement sur les oreilles, mais un peu de coton dans mes oreilles. Ça fait vraiment des petites distorsions du son. Le langage vient limiter la voix. Au moment où on apprend à parler, on apprend à la cadrer, on perd un peu de spontanéité, on perd un peu de liberté dans ses cris et dans sa façon de s'exprimer. Mais quand on chante, on dit du texte. Donc apprendre à parler et à bien prononcer, ça fait partie du beau chant. Donc un enfant qui a un trouble du langage, il va aussi avoir plus de peine à mettre ses mots sur le chant et à bien chanter. Il va avoir des hésitations, des allongements, des façons de prononcer qui seront pas idéales pour le chant. On dit toujours que dans ce fameux schéma corporel, quand un adulte a un tout petit trouble de prononciation, un S par exemple qui est schlint et un sigmatisme,
on va le retrouver plus fort s'il avait déjà ce stigmatisme dans l'enfance, dans une chanson de Petit, Au clair de la lune, Frère Jacques. Il va chanter comme il a appris, avec la même articulation phonémique, comme il parlait, et il va reparler comme adulte dans les chansons d'enfants qu'il a intégrées très loin dans sa mémoire et dans son cerveau. Donc ça, c'est utile pour nous parfois pour détecter des troubles articulatoires anciens, vieux. Donc la maîtrise du langage est requise pour toutes les formes de chant, du populaire au plus sophistiqué. On parle maintenant de mécanique, développement des organes de la voix. Le larynx, les cordes vocales, les cavités de résonance, les poumons. Là, je vous montre les cordes vocales à différents âges. Parce que le bébé, quand il naît, il a des petites cordes vocales qui ont près de la moitié de leur longueur fait par les cartilages aryténoïdes. Donc la glotte d'un bébé, ici, tout ça c'est du cartilage. Donc une zone non vibratoire. Il a une zone de cordes vocales vibrantes et vocales qui est courte et qui est relativement molle. On le voit ici. Ça ressemble presque à un petit hamster en fait, comme proportion de... Un petit hamster il fait hic, hein, voilà. Quand l'enfant grandit, cette proportion va se modifier et puis on va avoir à peu près un petit tiers, voire un quart de la surface de la corde vocale qui sera cartilagineuse et donc qui ne vibre pas pour le chant ou pour la parole, et puis peu à peu 2 tiers, voire un petit peu plus de longueur de la corde vocale qui va devenir une corde vibrante. Et cette proportion-là est comparable à celle de la femme. Donc oui, on peut estimer qu'un enfant, 8-10 ans, il a des cordes vocales qui fonctionnent en termes de longueur, comme celle d'une femme, comme celle d'une jeune femme. L'homme, lui, va avoir un larynx un peu plus grand, avec une proportion encore plus grande de cordes vibrantes, et puis plus costaud en termes de musculature. Mais donc, le larynx d'homme adulte, il est vraiment différent du larynx de l'enfant, mais l'enfant, la femme, ils auront également les mêmes pathologies. C'est chez l'enfant et la femme qu'on va voir le développement de nodules cordaux. La corde vocale de l'enfant, elle va facilement faire des petits œdèmes. Celui-là, on le voit, hein. Il a cette zone un petit peu blanchâtre, elle est un petit peu dodue, sa corde vocale. C'est certainement pas un œdème du fumeur, comme on me le dit de temps en temps, ce fameux œdème de Reinke, mais c'est des cordes qui, si elles sont malmenées, vont avoir une petite anomalie du timbre, toute petite enflure, qui va disparaître en une nuit. J'ai trouvé intéressant dans ce que j'ai lu, les petits chanteurs d'une grande chorale de Vienne. C'est des enfants qui chantent très très bien, mais qui sont sous stress vocal vraiment intense. Et on décrit chez ces enfants un petit changement du timbre tout au long du concert, une voix qui devient un peu éthérée, c'est comme ça qu'elle est décrite dans la littérature, un peu comme autre. Et des médecins se sont penchés sur ces enfants et sur leurs cordes vocales et ils ont vraiment l'impression cliniquement que c'est la fatigue de la musculature et le léger œdème induit dans la muqueuse de la corde vocale par l'usage vraiment intensif de leur voix qui va créer cette particularité du timbre, et ils ont noté un changement, la voix évolue au cours du concert. Donc ça, c'est des petits détails intéressants dans la voix de l'enfant. Un peu plus fragile, muqueuses qui vont devenir œdémateuses un peu plus rapidement. C'est régressif, ce n'est pas des nodules à ce stade-là. Ce qui frappe aussi, c'est la taille. Un petit nourrisson, il a des cordes, mais donc corde vocale, on va la prendre de là jusque là. Ça, c'est la longueur qui a été mesurée. Dans d'autres texte, vous verrez qu'elle a 4 à 5 mm. Ça, c'est la longueur vibrante. Mais 4 mm, vous imaginez la longueur d'une corde vocale de bébé. Donc, un nourrisson, longueur totale de la corde vocale, y compris sa partie cartilagineuse, 6 à 8 mm. À la puberté, où on a déjà grandi, 12 à 15 mm. Chez la femme, on va rester entre 12,5 et 17 mm. Et puis chez l'homme, on a des cordes alors vraiment plus grandes, entre 17 et 23 mm, donc plus de 2 cm de longueur. La largeur de la glotte au repos, donc cet espace ici, au repos est maximal. Quand j'aspire ou quand je renifle. 3 mm chez le petit bébé,
8 mm chez l'homme adulte au repos, près de 2 cm chez l'homme adulte, 13 mm chez la femme adulte, 12 mm chez l'enfant pubère ou prépubère. Donc déjà, de nouveau un larynx qui a les compétences, qui a les caractéristiques de taille de celui d'une femme, avec un larynx plutôt un peu petit, un peu menu. On estime que les cordes vocales augmentent de taille depuis le petit bébé de 0,4 mm par année chez la petite fille, de 0,7 mm par année chez le petit garçon, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et qu'à 20 ans, ce système est enfin stabilisé. Maintenant, vous voyez aussi qu'on parle toujours de la mue qui va faire doubler la taille des cordes vocales chez le petit garçon, mais il va encore améliorer ou modifier son larynx dans les années qui vont suivre la mue que l'on a perçue. Le larynx du nourrisson, il a une position dans le corps qui est particulière et qui est comparable à celle de la plupart des autres mammifères. Un petit chien, un petit gorille, un petit hamster, il a un larynx, son larynx il est là, et vous voyez que son épiglotte qui est ici, ce petit cartilage qu'on a en avant du larynx, il touche la luette. Et cette particularité fait que le nourrisson, il n'est pas capable de respirer par la bouche, c'est cloisonné. Et c'est pour ça qu'un petit qui a le nez bouché a tellement de peine à téter, il doit pouvoir avoir son nez dégagé pour respirer. Ça l'aide à déglutir, il fait moins de fausses routes que nous. Mais par rapport à un adulte, vous avez vu le grand espace ici entre l'épiglotte et la luette, c'est toute une cavité de résonance qui s'est développée au cours de la croissance, que n'a pas le petit nourrisson. Cette cavité de résonance pharyngée, elle va nous permettre d'enrichir notre son en harmonique, elle va nous permettre aussi d'articuler. Le petit, il n'a pas une vraie articulation, il est très très limité, comme l'est un petit chimpanzé, même adulte. Là, je vous montre quelques têtes de profil du gorille, qui a ce qui est particulier aussi chez le petit nourrisson et chez ces mammifères-là, c'est que la langue, elle est très plate dans la bouche. Chez l'adulte, elle a une verticalité qui lui permet de reculer, d'avancer, de monter. Pensez à tous les mécanismes articulatoires que vous recherchez en reculant la langue, en avançant la langue, en montant la langue. Et ça, avec une langue plate qui a presque pas de pente vers l'arrière, vous êtes limité à une pointe de langue, à une remontée, à un abaissement. Donc, du point de vue articulatoire, il y a vraiment tout un développement qui va se faire chez le petit enfant. Ça, c'est Néandertal avec ses très grandes cavités nasales. Mais vous voyez qu'il a déjà une petite cavité pharyngée, un peu moins grande que celle d'Homo sapiens, mais on pense de plus en plus que Néandertal parlait, qu'il avait une capacité articulatoire qui lui permettait vraiment de prononcer des noms. Et puis il a un gros cerveau, il devait être beaucoup plus intelligent que ce qu'on nous a décrit jusqu'à présent. Le larynx avec la croissance va s'abaisser dans le cou. Quand le petit est nourrisson, c'est au niveau de la 3e vertèbre cervicale que se situe la partie inférieure du larynx. À 5 ans, on est déjà à la 5e vertèbre. À 13 ans, on approche l'âge adulte, on est à partir de 6-7e vertèbre. Mais donc, c'est ça qui va, peu à peu, la musculature, l'agrandissement, l'étirement des muscles pharyngés vont permettre de positionner le larynx. Et là, quand vous éduquez des enfants, il va changer tout le temps, ce petit. Ça va se faire progressivement, mais vous n'aurez jamais un petit qui, pendant 1 an, est stable dans cette morphologie et dans cette cavité résonantielle. Donc, chez le petit nourrisson, le larynx touche la luette, la cavité de résonance se résume au nasopharynx. Le timbre est très nasal, il est particulier. C'est un des seuls sons que j'ai mis ici. Attention aux techniciens, là, Iris nous... Écoutez bien, on sent que c'est dans le nez. Petit, il est capable de faire ça, il n'est pas capable de faire autre chose. C'est comme ça. Il ne peut pas commencer à prononcer des A, puis des I, puis des O, et puis des... Voilà.
timbre nasal particulier, toute petite cavité de résonance dans le nasopharynx. Chez l'enfant, le larynx est abaissé, on va avoir une cavité de résonance oropharyngée, peu à peu le son va s'enrichir en harmoniques graves, les voyelles vont pouvoir être prononcées, les consonnes qui dépendront de la précision des mouvements de la langue, et chez l'adulte, on a des résonances, des harmoniques beaucoup plus riches, on a vraiment accès à toute la gamme d'harmoniques et de renforcement du son qu'on connaît chez la personne adulte. À 9 ans, on estime que le conduit vocal a les proportions d'un petit adulte. Vous prenez un adulte, vous le mettez en petit, les proportions pharynx, larynx, position par rapport à la bouche, etc., et à la luette sont les mêmes chez un enfant de 8-9 ans. Mais il a fallu 2-3 ans de formation de ce petit. Plus une cavité de résonance est petite, plus sa fréquence de résonance augmente. Donc plus il va avoir des timbres et des harmoniques aigus. Plus un organe phonatoire est petit, plus il va être à l'aise dans une voix de tête. Ce sera plus naturel pour lui que d'être dans des résonances plus graves. Les formants des voyelles chez l'enfant sont ainsi légèrement décalés vers l'aigu, et puis l'allongement progressif du tractus vocal va amener un léger abaissement des formants, peu à peu, parallèlement à une fréquence vocale plus grave. On estime qu'on ne peut pas faire la différence entre une petite fille et un petit garçon jusqu'à 8-9 ans, que vraiment leur fonctionnement est le même. Tout au plus, on peut avoir une espèce de phrasé qui peut être un peu plus petit garçon que petite fille, mais les caractéristiques du son sont les mêmes. Et après, à partir de 9 ans, on commence déjà à avoir une petite différenciation sexuelle, on est dans un âge prépubère, on a déjà un petit effet hormonal qui peut légèrement faire s'abaisser plus rapidement la voix du petit garçon par rapport à celle de la petite fille. Les cordes vocales, elles vont aussi se maturer. Elles ont une structure qui va se modifier depuis le nourrisson jusqu'à l'âge adulte. Et c'est ça qui va devoir être le facteur limitant de la voix du petit enfant. On va devoir l'aménager, cette voix. Elle n'est pas capable de faire n'importe quoi, cette voix. La corde, c'est un vibrateur multicouche. On a, quand on regarde une corde vocale, en profondeur, si c'est un adulte, un muscle vocal. Donc ça, j'ai pris une corde vocale avec son muscle, son ligament. Ici, on l'a pelé. Là, elle a sa muqueuse. J'ai enlevé la muqueuse, j'ai pelé le muscle. Il reste le ligament. Et puis, on a fait une tranche verticale dans cette corde vocale. Donc, quand on fait cette tranche, on voit le bord libre qui est recouvert d'une muqueuse. Un épithélium solide qui n'est pas respiratoire et fin comme on l'a juste en dessus et juste en dessous. Il est capable vraiment de résister à des grandes pressions, des grands frottements. Il est aussi solide et c'est le même que celui qui tapisse toutes nos joues, notre gorge, notre œsophage. Vous savez bien que vous pouvez boire quelque chose de brûlant, vous pouvez manger quelque chose de presque coupant, piquant, sans abîmer votre muqueuse jugale ou vos muqueuses labiales. La muqueuse en surface, en dessous un ligament qui est comme un tendon, entre les deux une couche lâche qui va à la fois retenir et ramener la muqueuse à sa place, mais qui va lui permettre de glisser, comme si j'avais mis des petits fils qui retenaient cette nappe à la table. Et puis en profondeur encore, ce fameux muscle, le muscle vocal, qui va pouvoir interagir dans la contraction, l'épaisseur, la dureté de la corde vocale. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ce ligament qui est au départ, donc on a l'espace de Reinke, couche lâche, le ligament, on parle de lamina propria, et muscle vocal, au départ tout ça c'est un espèce de mélange. Ce n'est pas différencié. On ne sait pas dire où est le muscle et où est le ligament. Chez le petit enfant, vous avez une structure indifférenciée qui va être composée de fibroblastes, c'est du tissu conjonctif, pas linéaire, pas d'architecture. Vers 1 à 4 ans, on commence à avoir une ébauche de fibres linéaires et de ligaments cordales. On commence à avoir une couche de Reinke. Et puis, on commence à avoir un peu plus d'élastine, de collagène, d'acide hyaluronique qui répare les cordes vocales. De façon intéressante, chez l'adulte, l'acide hyaluronique, il est situé à une certaine surface de la corde vocale. C'est une substance réparatrice, l'acide hyaluronique. C'est pas pour rien qu'on la met pour réparer le visage. Chez le petit enfant, elle est diffusément répartie. Ça veut dire que ces cordes vocales vont se réparer facilement avec un traumatisme.
Entre 10 et 15 ans, c'est la structure définitive. On va trouver les 3 couches, couche muqueuse, couche ligamentaire, couche musculaire. C'est vraiment cette différenciation ligament-muscle qui est critique et qui va devoir se faire chez le petit enfant. Donc, on reprend ici, vers 7-8 ans, le muscle vocal se différencie nettement du ligament vocal. Entre 10 et 15 ans, on a une corde vocale qui est structurée. Les cartilages laryngés vont se modifier aussi. Chez le petit nourrisson, c'est des cartilages qui sont très souples, très mous. Vous pourriez croquer dedans comme on a des petits os de poulet de temps en temps. C'est mou. Donc tout est souple et se remet à sa place facilement. À partir de la puberté, on commence déjà à ossifier nos cartilages. Le système va devenir un petit peu plus rigide. Et puis à partir de 30-40 ans, on a déjà des cartilages ici qui sont presque entièrement ossifiés ou entièrement ossifiés. Les fibres musculaires vont changer. Vous savez tous comme sportifs qu'on a des fibres 1, des fibres 2, on a des fibres rapides, on a des fibres lentes. Chez le petit nourrisson, il a des fibres rapides qui vont se contracter vite et brièvement, qui sont vite fatigables, mais qui ont des contractions fortes, toniques. Pour chaque unité pour chaque groupe de muscles, on va solliciter 300 à 800 motoneurones. Donc, c'est des fibres qui sont 300-800, c'est beaucoup de motoneurones qui vont activer ces fibres. C'est pas très fin, c'est pas très. Un paquet de fibres, il a énormément un gros paquet de motoneurones qui s'occupent de lui. Progressivement, ces fibres vont se mélanger à des fibres 1. Il va y avoir une maturation de la musculature. Les fibres sont plus petites. Les fibres 1, c'est des fibres rouges. Elles ont des contractions plus lentes, des contractions plus prolongées, moins fortes, on va dire plus délicates, plus différenciées, plus précises. C'est des petites nuances d'horlogerie. Elles ont une meilleure résistance à la fatigue. Donc c'est des fibres qui sont faites pour durer, pour continuer l'effort vocal. Et puis une unité motrice, 10 à 180 motoneurones, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de petites structures qui vont interagir en même temps. C'est plus fin comme système. Plutôt que d'avoir un système avec 3 commandes, on a un système avec 50 commandes pour pouvoir moduler le son, étirer les cordes vocales, modifier leur tension, etc. Et ça, de nouveau, ça va se faire progressivement avec la croissance. On estime que la corde vocale du nourrisson, c'est une petite corde qui est très solide. Il peut forcer pendant quelques secondes, crier tout ce qu'il peut, mais après, comme il va se taire, elle récupère. Si nous, comme adultes, on criait la même chose avec la même intensité, on fatiguerait notre système énormément, on se dirait « Oh là, j'ai blessé ma voix ». Donc, ce système qui est petit, mou, avec un muscle-ligament qui n'est pas encore bien différencié, il est très efficace à faire des sons forts qui appellent tout le monde et puis qui sont bien audibles. La respiration va se modifier et va se maturer aussi. Chez un enfant, la cage thoracique est de forme circulaire et il va avoir, comme il a une cage thoracique qui est molle, il a aussi beaucoup de cartilage et un sternum qui n'est pas entièrement ossifié. Il ne va pas, comme nous, utiliser une partie des muscles intercostaux pour agrandir sa cage thoracique. Lui, il va respirer avec son diaphragme, qui va faire hop, hop, mais il va avoir une respiration moins ample que la nôtre et qui est liée au diaphragme. C'est seulement vers 8 ans qu'il va avoir autant d'alvéoles pulmonaires qu'un adulte. Donc là aussi, son poumon va devoir se maturer. Il a une moins grande capacité vitale, moins d'air emmagasiné, moins de compétences qu'un adulte. Et puis c'est vers 14 ans pour la fille, vers 18 ans pour le garçon, qu'on estime que là, les poumons et la respiration sont vraiment matures. Ce qui ne veut pas dire qu'à partir de 12-13 ans, on doit encore le ménager vraiment sur le plan respiratoire. Et que la croissance complète est achevée sur le plan respiratoire à 16-18 ans pour la fille, mais pas avant 20 ans pour le garçon. Donc ça nous donne aussi une idée de ce développement vocal chez le jeune homme.
Donc, dès l'âge de 7 ans, le système adulte... Ah ouais, voilà. Chez l'adulte, la cage thoracique est de forme ellipsoïde, le sternum est ossifié, on utilise nos muscles intercostaux, on peut élargir antéro-postérieurement, latéralement, utiliser le diaphragme, utiliser l'ensemble des structures thoraciques pour pouvoir respirer correctement. Et on a un nombre d'alvéoles pulmonaires, vous voyez qu'il a passé de 100 millions à 3 à 400 millions par poumon. Les alvéoles, c'est ces toutes petites terminaisons des bronchioles, comme des minuscules petites bulles qui vont permettre les échanges gazeux entre le sang et puis l'intérieur des poumons. Un enfant, on compte entre 25 et 45 respirations par minute. Un adulte, 16 respirations par minute. Si vous pensez, il doit respirer plus souvent, il a une capacité vitale, une capacité pulmonaire plus petite, vous voyez la restriction que l'on a quant à la longueur d'une phrase. La longueur d'une phrase chantée, les reprises d'air. Donc ça, on ne peut pas lui faire chanter des airs avec des longues phrases comme on le ferait à un adulte. Il va falloir l'aider à séquencer, à rythmer sa respiration de façon à tenir compte de sa physiologie. On estime qu'un bébé à 6 mois sait respirer volontairement, le contrôle volontaire est en place. Mais que la coordination neuromusculaire va évoluer un peu parallèlement à celle de la parole. Quand je parle, je dois choisir le rythme de ma respiration. Donc je vais mettre en place tout ce rythme en même temps que j'apprends à parler. Quand ils font des la, ils sont déjà en train d'entraîner leur souffle à faire le la qu'ils ont envie de faire, mon bébé. Pour la voix chantée, l'appareil respiratoire est compétent à partir de 8 ans. Donc là, on doit pouvoir vraiment lui demander une respiration ample, comme on la demande à un petit adulte, etc., mais avec une capacité vitale un petit peu moins grande. Tout ceci fait que la mécanique respiratoire ne s'adapte pas d'emblée à la phonation. Progressivement, en développant sa fonction vocale, l'enfant va adapter son fonctionnement musculaire et respiratoire pour une activité phonatoire de plus en plus fine. Et à ce sujet-là, on parle en parlant. C'est en parlant qu'il se développe. Et pour les cordes vocales, c'est la même chose. On s'est rendu compte que, je ne sais pas comment ils ont fait ces études-là, mais qu'un enfant qui n'a pas été stimulé à utiliser sa voix et ses cordes vocales, que ce soit pour des cris ou du chant ou de la parole, ne va pas faire cette différenciation ligament-muscle de façon idéale, de façon optimale. Quelque part, c'est le fait de parler et d'émettre des sons qui va induire la formation et la différenciation de la corde vocale. Pour moi, c'est des notions intéressantes, parce que je me dis, si on fait chanter un enfant, on lui donne envie de chanter relativement petit, on va aussi adapter déjà là ses cordes vocales. On sait que quand on apprend à parler, on apprend un accent très très tôt. On apprend à reproduire le son de notre langue maternelle très très vite. C'est fixé à 6-8 mois. On va différencier un petit allemand d'un petit chinois, d'un petit français. Là aussi, dans la musique, on va déjà lui créer des petits automatismes, un schéma corporel qui est déjà en train de se mettre en place selon ce qu'on va lui chanter et ce qu'on va l'écouter rechanter. On dit que les petits Chinois, ils acquièrent beaucoup les notions d'intervalle, de rythme, parce qu'ils parlent une langue à ton. Si vous faites un ou un, vous avez dit deux choses complètement différentes. Comment évolue la hauteur de voix chez l'enfant, sa fréquence vocale fondamentale? Vous voyez que jusqu'à 7 ans, petite fille, petit garçon, pas de différence significative. 7-8 ans, on commence à avoir une petite différence qui va s'accentuer jusqu'à, déjà à partir de 10 ans, 13 ans, etc., et jusqu'à la mue, entre la fille et le garçon. Le fait d'avoir des toutes petites cordes vocales chez le nourrisson va nous donner des vibrations très rapides, fortes, intenses, avec une fréquence qui est de 440 à 500 Hz, avec, étonnamment, un beau renforcement à 3000 Hz. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le formant du chanteur. Mais on ne parle pas de formant du chanteur chez un nourrisson. Mais lui, ce qu'on entend, cette voix qui porte tellement, elle a un renforcement harmonique à 3000 Hz. C'est d'ailleurs quasi le seul qu'elle ait.
À 1 mois, il a déjà un petit peu baissé sa fréquence fondamentale. Il a quelques harmoniques graves qui apparaissent dans son son. À 1 an, 400, 4-5 ans, 300, 7 ans, petite différence fille-garçon, 295, 268, on est dans des moyennes. 11 ans, 248, 188 pour le petit garçon, alors qu'il n'a pas forcément toujours vraiment muet à ce moment-là. Cette période-là, elle se caractérise, même depuis 5 ans, par une instabilité et des anomalies de timbre plus fréquentes, avec cette susceptibilité à l'œdème de la muqueuse des cordes vocales. Donc, entre 5, 6 et 10, 11 ans, donc avant cette période de prépuberté, puberté, on a des cordes vocales qu'il faut quand même savoir ménager. Il faut pas lui faire chanter n'importe quoi à n'importe quelle intensité. Puberté, ben là, on met une grande ligne, on ne sait pas. Et puis adulte, pour la femme, on va se caler autour de 200-220 Hz. L'homme, entre 100-120 Hz. Les voix vraiment de basse, elles seront à 90. L'étendue vocale, 2 mois, 5 demi-tons, 6 mois, 1 octave. Dès 2 ans, où il commence déjà un petit peu à chanter, où il peut reproduire des petites mélodies un petit peu spontanément, 2 octaves. 6 ans jusqu'à 3 octaves. Puberté, bouffe, réduction de l'étendue vocale de façon très marquée. Et puis, chez l'adulte, on estime la femme entre 2 et 4 octaves, l'homme entre 1 et 4 octaves et demi. Voilà, ça c'est des différences individuelles et qui dépendent aussi du travail de voix qu'on a réalisé. Ça, c'est un schéma plus piano pour montrer ici le petit nouveau-né, 2 mois, 6 mois. Vous voyez qu'on est parti vraiment de la partie relativement haute, autour du 440 Hz ici, 2 ans, 7 ans, et puis on va avoir plus tard à la puberté cette espèce de modification importante. Intensité vocale. Le petit est capable d'avoir des cris à 80-90 décibels. On l'entend, c'est fait pour ça. De 1 an jusqu'à la puberté, la plupart des enfants ont une voix un peu plus forte qu'un adulte. Ce qui peut faire dire qu'un enfant de 5 ans, on l'entend toujours un peu trop quand il parle. 1, il a une voix aiguë. 2, il a un peu plus de décibels qu'une voix adulte. C'est lié à ce système qui n'est pas mature, un peu rigide, moins souple, moins malléable qu'une corde vocale qui a vraiment tout son système musculo-ligamentaire en place, qui fait qu'il va presser un peu plus avec son nerf sous-glottique, qui va avoir une rigidité de fermeture un petit peu plus grande. Donc il a tendance à avoir une voix un peu plus forte que ce qu'on attendrait chez un jeune adulte pour les mêmes choses. Pour l'adulte, conversation 50 à 60 dB, la voix projetée 70 à 90. Dans le chant lyrique, on atteint des 110-120 décibels dans des notes vraiment hautes et fortes. Donc c'est un appareil très performant. Mais vous voyez que notre voix de conversation, ou même la voix très très douce, elle n'est pas à 10 décibels. La voix douce, elle est à 40-45 décibels. On a une limite d'intensité vocale minimale. Quel registre vocal pour un enfant? Donc, moi, quand j'ai commencé à faire cette recherche de littérature, je suis partie sur « Ah mais oui, le petit, il est en registre de tête, il est en registre 2, il a une voix aiguë, c'est à la puberté que ça va changer. » Et puis, dans toutes les choses que j'ai trouvées et lues, parce que ça a beaucoup intéressé les chercheurs, en fait, ils découvrent que tous les enfants, ils ont déjà leurs quatre modes vibratoires. Mais comme ils ont un petit système, petit larynx, petit pharynx, petite corde vocale, ils vont être plus aisés dans le registre 2, dans la voix de tête, dans le soprano. C'est plus facile. C'est comme une voix de femme, c'est plus adapté dans le chant et dans les modulations, dans la note un petit peu plus aiguë. Donc, pour ces notions de registre, on sait que le vibrateur glottique, c'est-à-dire les cordes vocales, vont prendre des configurations différentes, 4 principales, et que chaque configuration correspond à ce qu'on appelle un mécanisme laryngé, que grossièrement on peut assimiler à un registre laryngé. Mais là, on va parler de mécanisme, parce que ça, on arrive à le montrer médicalement.
À chaque configuration glottique correspond un type de tension et d'étirement des cordes vocales propre à ce mécanisme. C'est une qualité d'accollement des bords libres chordaux et une qualité de la vibration induite par la phonation. Ce degré d'accollement peut être mis en évidence par un appareil simple qui s'appelle l'électroglottographie. Donc ça a été prouvé scientifiquement, ça a été montré. Les différentes configurations glottiques permettent de produire l'ensemble de la gamme de fréquences de la voix humaine, du plus grave jusqu'au plus aigu. Un même mécanisme peut cependant permettre de produire plusieurs registres. Selon les modifications des cavités de résonance, on peut être dans un mécanisme 1 qui devient aigu et avec plus d'harmonique, qui va ressembler à un registre 2. Il y a une note de passage à un moment donné où ce sera plus possible. Mais c'est cette espèce de transition douce par remodèlement des cavités de résonance qui permet de faire des passages harmonieux de la voix de poitrine à la voix de tête, de façon quasi inaudible ou inaudible pour l'auditeur, pour celui qui l'entend. Mais c'est un chercheur français, Roubaud, qui a mis en évidence que même chez quelqu'un qui fait un passage du grave à l'aigu de façon très harmonieuse avec une homogénéité du timbre, il y a un endroit où les cordes vocales ont changé leur configuration, où tout d'un coup le muscle vocal a arrêté d'être le principal effecteur de la tension de la corde, ça c'est dans le registre 1, pour donner passer le témoin au ligament cordal, au muscle cricothyroïdien qui va étirer la corde vocale. Mais c'est comme un fondu enchaîné de sons ou de cinéma où tout d'un coup, ping, on n'a pas vu que ça s'était passé, mais ça s'est passé à un instant T. Donc ça c'était Roubaud, Heinrich, Casselengo. On retrouve beaucoup de choses dans la littérature qui ont pu être faites à ce moment-là. L'électroglottographie, c'est un passage de courant électrique. On a un appareil, on met 2 petites plaques électriques, c'est doux, hein, c'est pas quelque chose qui vous fait une décharge comme ça, et on va mesurer la résistance de passage au travers des tissus cordaux de la plaque 1 à la plaque 2, la vitesse de passage du courant de l'une à l'autre. Si vous serrez fort les cordes vocales l'une contre l'autre, le courant va passer facilement. Si vous les desserrez un peu, il passe plus lentement. Si vous les ouvrez, il passe encore plus lentement. Et donc on a des espèces de courbes qui se font à chaque cycle vibratoire de la glotte qui permettent de définir quel était le degré d'accollement cordal. L'électroglottographie, on l'utilise pour mesurer la fréquence vocale fondamentale. Comme ça capte chaque cycle d'ouverture-fermeture, en faisant un Moyen-Âge, on sait exactement quel était le nombre de cycles par minute pour une voix donnée. Les voix difficiles, on doit les étudier avec des choses comme ça. Alors, ce que Roubaud a montré, c'est que ici, vous avez un son qui est en registre grave, en registre de poitrine, et puis ici, il va être en registre de tête. Il va changer sa force, mais sur l'électroglottogramme, on va voir cette espèce de barre, d'accident d'escalier qui correspond au fondu enchaîné dont je vous ai parlé, au changement de registre. Et cette espèce de saut, on va le voir systématiquement chez tout chanteur, même quelqu'un qui fait parfaitement son passage, c'est normal, c'est comme ça, c'est physiologique. Donc on peut montrer ces différences de registres, ces différences de mécanismes laryngés avec un appareil d'électroglottographie. Et ça a été fait chez l'enfant, pour se dire, mais est-ce qu'il est toujours en mécanisme 1, toujours en mécanisme 2, qu'est-ce qu'il a comme mécanisme? Les principaux mécanismes, c'est le 0, le Frey, le Straubass, le 1, ce qu'on appelle la voix de poitrine, ce qu'on appelle aussi le mécanisme lourd. Il y a plein d'autres termes. Le 2, c'est la voix de tête, c'est la voix de fausset, c'est le mécanisme léger. Et le 3, qui est la voix de sifflet, c'est ces sons suraigus qui sont peu modulables. Le mécanisme lourd, ici j'ai mis TIE parce que le muscle thyroarythénoïdien, c'est le principal effecteur de ce registre qui va épaissir la corde, la raccourcir, vraiment être sa matière première pour gérer l'accollement des cordes vocales.
Le ligament vocal lui-même est faiblement tendu. Si on veut ajuster la hauteur du graval aigu, on va renforcer la contraction du muscle vocal. L'amplitude vibratoire, quand on regarde au stroboscope, est très grande et bien visible. Et puis, si on veut élever la hauteur de la voix, on va augmenter la tension du muscle, augmenter le flux d'air transglottique et puis augmenter la fermeture des cordes vocales, la retenue de ce flux d'air transglottique. Dans le mécanisme 2, voix de tête, là on pense à l'enfant, c'est une corde, lui il n'a pas de ligament vocal immédiatement bien constitué, mais c'est une corde qui a la même caractéristique de tension, un peu moins souple. Le muscle vocal est quasi entièrement détendu, l'amplitude vibratoire est faible. L'élévation de tonalité se fait en augmentant la tension, donc l'étirement de la corde vocale, également la compression médiane, mais le flux d'air, il ne va pas forcément se modifier beaucoup. Et ça va aussi avec cette maturation de la respiration. Vous avez un diaphragme qui fonctionne, mais vous n'avez pas toute la subtilité de ce contrôle abdominal, des intercostaux, etc., comme on peut l'avoir chez un jeune adulte ou chez un adulte. Là, mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, c'est un exemple de glissando chez une femme où elle va passer ces 3 registres les uns à la suite des autres. On l'entend nettement chez elle, c'est voulu, il voulait qu'on l'entende. Mais vous voyez qu'on a l'électroglottographie, on a également la sonographie qui permet de voir les harmoniques qui sont étalées de façon différente dans les différents modes. Voilà. Je vous le fais encore une fois, mais je ne vous le ferai pas à 3. Vous voyez aussi que le mode 1, il est très riche en harmonique, il a beaucoup de vibrations. Les registres laryngés correspondent à des mécanismes vibratoires. Ils sont déterminés par l'ajustement des forces musculaires au sein du vibrateur laryngé. Un changement de mécanisme laryngé est toujours observable au niveau du vibrateur, même s'il passe inaperçu du point de vue perceptif. Si un chanteur peut changer de mécanisme sans que cela s'entende, il peut également changer les qualités acoustiques du son sans changer de mécanisme vibratoire. Alors, je me suis penchée sur un mémoire qui a été fait par une jeune dame, Anne Courbis, sous la direction de la doctoresse Jocelyne Sarfati, qui travaillait à Grenoble, qui a été chef de chorale, qui connaît bien la voix de l'enfant, qui a fait un livre en 2002 sur la voix de l'enfant. Elles se sont posé la question, quelle est son étendue vocale, quels sont ses mécanismes laryngés, le petit de 8 à 10 ans. Elles avaient 2 populations d'enfants de 8 à 10 ans, qui faisaient partie des centres d'enseignement de la ville de Mélan. Au total, sur les 72 enfants qu'elles ont analysés, elles avaient 18% d'enfants chanteurs. Donc c'était du tout venant, ce n'était pas seulement des petits qui faisaient partie d'un cours de chant. Et les questions qu'elles posaient, c'était de combien de mécanismes laryngés l'enfant prépubère dispose-t-il, et puis une voix grave chez un enfant prépubère est-elle un signe de pathologie vocale? Les petits bourdons. Les conclusions de leur étude, c'est la fréquence fondamentale moyenne des enfants étudiés n'est pas liée au degré de dysphonie de l'enfant. On peut avoir des enfants qui ont une voix un peu plus grave que les autres sans être dysphoniques. Même les enfants ayant une dysphonie grade 3, donc une dysphonie sévère, donc vraiment une voix anormale, ont une fréquence vocale fondamentale comparable statistiquement à celle des autres groupes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant qui a une voix aiguë sévèrement dysphonique, que c'est pas statistiquement démontré que celui qui a la voix grave, c'est celui-là qui a des anomalies cordales et qui a une vraie dysphonie. Donc vous pouvez avoir un enfant qui parle un peu plus grave qu'un autre, voilà, mais il se débrouille bien, il n'a pas une dysphonie, il est capable de chanter et de faire les choses comme normalement. La sévérité de la dysphonie a un effet significatif sur les valeurs de la fréquence fondamentale la plus aiguë et sur l'amplitude. Donc ce qui peut permettre de différencier un enfant qui a une voix un peu grave d'un enfant vraiment dysphonique avec la voix grave, c'est de se dire « ouais mais mon petit il a la voix trop grave puis il n'atteint pas les aigus ».
Il n'a pas une étendue vocale qui lui permet de moduler sa voix. Il a aussi un ambitus qui est petit. Donc le rétrécissement de l'ambitus, c'est une caractéristique de la mauvaise voix ou de la voix qui commence à se dégrader. Le perte d'aigu, c'est une caractéristique de voix qui va moins bien, plus que petite aggravation de la fréquence vocale fondamentale. Dans les enfants étudiés, 37 utilisaient spontanément en chant et même en parole, mais surtout en chant, un mécanisme 1 et un mécanisme 2. Donc selon la hauteur qu'on leur demandait de chanter ou comment on leur demandait de descendre la gamme, ils passaient en mécanisme 1 ou 2 sans faire de choses particulières. 34 avaient seulement un M2, 10 avaient seulement un M1, incapables d'aller dans le M2, et 11 avaient un mécanisme qu'on n'arrivait pas à différencier. C'était mixte, et puis on n'arrivait pas à dire, mais il est en 1, il est en 2, ça on ne savait pas. 49% au total avaient un M1, 87,5% avaient un M2, donc ce qui fait dire à ces personnes que, voilà, un enfant, il a tous les registres de la voix, en tout cas le M1, le M2, même petit, mais il va utiliser préférentiellement le M2, donc le registre de tête. Donc, pas de différence entre filles et garçons, que ce soit les filles ou les garçons, ils utilisaient autant le M2 que le M1 dans le contexte dans lequel on le mettait. Quel que soit leur sexe, ils étaient plutôt plus nombreux en M2, et les sujets n'utilisant que le M1 étaient répartis indifféremment dans les trois groupes, timbre normal, léger trouble du timbre ou dysphonie franche, donc les bourdons. La seule utilisation n'était pas forcément pathologique. Sur les 61 enfants étudiés, 82 avaient également, 82 c'est beaucoup, c'est 3/4, un fry, si on leur demandait de jouer avec leur voix, et puis un sifflet. Puis ça on le sait, ils sont capables d'avoir des cris stridulants les enfants. Le sexe n'interfère pas sur de nombreux éléments de la voix de l'enfant de 8 à 10 ans. Et puis ça, c'est un changement de mécanisme M1, M2 qui a été visualisé avec un sonogramme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et un EGG, un électroglottogramme, où on voit cette différence de marquage du tracé. On a des harmoniques qui sont moins denses que chez l'adulte. Ça fait partie de la cavité résonantielle du pharynx de l'enfant. Ça, c'est catégorie mixte, on ne voit pas de différence. Par contre, les GG le montrent, mais dans l'acoustique, on ne voit pas de marquage. Ça, c'était ces cas où elles ont dit, on ne sait pas, M1, M2. Les GG nous disent oui, mais nous, on n'est pas sûr à la détection à l'oreille. Il y a beaucoup d'autres travaux qui ont été faits sur le registre de l'enfant. C'est quelque chose qui a vraiment interpellé les chercheurs. En 2001, Lelouch, Alali, ils estiment que chez l'enfant, le registre de tête s'étend de Do3 à la 4, le registre de poitrine de Sol 2 à Sol 4. Il existe une zone de recouvrement de ces registres. Donc simplement, vous pouvez descendre dans le registre de tête, beaucoup plus dans le graphe que ce que se ferait le passage naturel. Vous pouvez monter aussi votre registre de poitrine selon la note avec laquelle vous avez commencé. Un des conseils que j'ai lus chez l'enfant, c'est de dire « Faites attention, il est plutôt adapté au registre M2, au registre 2. Donc, faites-lui pas choisir systématiquement un chant qui commence grave. Il faut qu'il commence un peu aigu pour que spontanément il se mette dans son registre de tête et qu'il reste homogène, même si dans le cadre du chant, il va y avoir après des descentes. Parce que si on le fixe en M1 dès le début du chant, il aura tendance à y rester et à tirer sa voix dans les aigus dans son M1, ce qui ne sera pas naturel, ce qui ne sera pas physiologique, ce qui risque d'induire un forçage chez l'enfant. En 2012, Maurice et son équipe montrent les capacités des enfants à ajuster leur glotte pour produire différents registres, voix de poitrine, voix mixte et voix de tête, et tout à fait différenciés. En 2013, Haro, Alonso, avec des phonétogrammes, démontrent la présence d'un mécanisme M1 clair avant la mue, en plus du M2 chez presque tous les enfants de leur échantillon. Donc pour moi, en lisant ça, vraiment pour moi, je suis convaincue que un enfant, il a la capacité d'être dans tous les modes de contraction des cordes vocales que d'un adulte, même s'il est un peu moins performant. Donc comme l'adulte, l'enfant utilise différents mécanismes laryngés en fonction du son émis. Le larynx de l'enfant est petit. Un larynx de petite taille vibre plus aisément dans un mécanisme 2.
C'est dans le mécanisme léger, donc le mécanisme 2, la voix de tête, que l'accolement des cordes vocales est le meilleur chez l'enfant. On arrive à cette grande période de puberté et mue. Alors là, vous trouvez 50 articles sur la mue et la puberté, les études des petits choristes. C'est vraiment un domaine qui est passionnant pour les chercheurs, qui leur donne un bagage, un outil, une manne de recherche qui est vraiment important et qui pose la question du développement de la voix chez l'enfant. Les filles, elles ont une mue, une puberté, qui commence entre 9 et 12 ans, la moyenne est de 10 ans et demi. Il semble qu'elles sont en train de se rajeunir un petit peu dans nos sociétés. On pense à des marqueurs hormonaux, à des polluants hormonaux qui parfois induisent des mues précoces chez les garçons, chez les filles. Chez les garçons, c'est 10 à 13 ans et demi. Souvent, moi je dis aux parents, mais à quel âge son père a mué? Parce que ce sera à peu près la même époque. Et puis souvent le père, il ne s'en souvient pas du tout. Voilà, ça s'est bien passé. On dit une moyenne de 12 ans et demi. Donc pas 11 ans, plutôt 12 ans. La durée, dans la littérature, on trouve entre 8 et 26 mois. 26 mois, c'est très très long. Un garçon, pour moi, si en 6 à 10 mois, il n'a pas assis sa voix de poitrine, sa voix d'homme, mais il va être capable encore d'avoir un registre de tête. On ne veut pas lui bâcler son registre de tête, mais il doit avoir trouvé son confort et son équilibre phonatoire. 26 mois, pour moi, c'est les rares petits chanteurs que j'ai vus qui étaient des merveilleux petits sopranos avec des mamans émerveillées par leur voix, et quelque part, j'ai l'impression que ces garçons n'osent pas changer de voix. Et ils sont pas bien. Quand je les vois pas à 15 ans, je les vois à 18 ans, où là, la voix, tout est tendu, le larynx est au perché, ils ont des douleurs ici. On voit que le système n'est pas fait pour rester dans ces aigus. Tout est fait pour remonter le larynx et tirer les cordes vocales. Quand on les examine, leurs cordes vocales, elles sont extrêmement allongées. Enfin, on sent une souffrance de tout ce système pour garder un registre de tête dans la parole qui est plus adapté à leur morphologie. Mais donc pour moi c'est anormal. Un enfant chanteur qui dans la parole ne place pas sa voix et reste encore dans la voix de tête, il mérite une thérapie logopédique pour l'aider à se mettre vraiment dans un confort de voix parlée où il sera en registre de poitrine. Il y a des études qui ont été faites pour essayer de savoir si il fallait mesurer la fréquence, mesurer le jitter, mesurer quels étaient les indicateurs avant la mue pour dire celui-là il va muer. Donc il y a eu des grosses études qui ont été faites surtout sur des petits choristes où tous les 3 mois on allait les étudier, on allait les mesurer pour essayer de définir le moment où il allait muer. Mais en fin de compte, le meilleur indicateur ça reste la croissance rapide et puis le début de la pilosité. Donc on en reste à des facteurs très basiques, très, très banaux. Quand vous commencez à le voir grandir et commence à avoir un petit peu de moustache, la mue est imminente. Il semble que la mue peut prendre plus de temps pour les voix basses et barytons que pour les voix ténors. Peut-être. Il existe une mue vocale chez la fille. Et elle est là, et elle est présente, même si on ne l'appelle pas comme ça. Elle est en général contemporaine aux premières règles. Donc là, vous pouvez vous y fier, si vous pouvez poser cette question à vos petites, c'est quand elles vont commencer à avoir quand elles vont avoir leur ménarque, c'est-à-dire la première règle, c'est contemporain. Là, elles vont muer, elles sont pubères. On a un abaissement vocal d'une tierce environ. On a une augmentation de la taille du larynx en quelques mois de 1/3 environ. Une augmentation de longueur des cordes vocales qui vont passer de 12 à 25 mm en 2-3 ans, pas en 6 mois comme le garçon. Et puis en général dans le chant, elles ne vont pas changer de mécanisme vocal. Elles vont garder leur préférence pour le registre 2, sauf si elles ne l'avaient jamais vraiment acquis, ou sauf si elles ont une préférence acoustique pour le mécanisme 1. On a des tas de petites maintenant qui veulent chanter du chant de variété, du jazz, du gospel, des tas de choses où elles veulent être dans leur mécanisme 1. Mais donc leur voix reste vraiment adaptée au mécanisme 2, il n'y a pas d'importance de changer ce fonctionnement. Chez le garçon, on met plus de cases, mais finalement, on a aussi une augmentation des cordes vocales. On a l'angle thyroïde qui devient un peu plus proéminent, on a une pomme d'Adam qui devient apparente,
On a apparition du ligament vocal, ça c'est la même chose chez la fille et chez le garçon. Le larynx est descendu chez la fille, chez le garçon de la même façon. Les fibres musculaires sont développées, fibre 1, fibre 2, comme chez la fille et le garçon. Là, il n'y a pas de différence. Et puis, on a des changements corporels qui, chez la fille, sont aussi tout à fait présents et chez le garçon, vont être présents. Ce qui frappe, c'est l'instabilité vocale en intensité et en fréquence. Il n'est pas à l'aise, ce petit gars. Il change de fréquence tout le temps, il a un mauvais contrôle de sa voix. Mais là aussi, je dirais plus ou moins. Il y a des garçons qui sont très gênés, il y en a qui, ça passe presque tout seul, en quelques semaines, voilà, c'est stabilisé. Pensez quand même une octave de différence de fréquence fondamentale dans un schéma corporel, quel choc ça peut représenter. Il va devenir un petit mec, un petit homme. Il va devenir peut-être le petit homme de la famille avec le père. Il se met vocalement au niveau de son père. Si vous avez un père maltraitant, un père effrayant, un père à grosse voix, un père qui a une voix qu'on ne peut pas supporter, on se retrouve avec cette sensation à l'intérieur de soi et cette voix. C'est là qu'on voit des mufossés, c'est là qu'on voit ces discrépances, ces jeunes hommes qui maturent pas leur voix. Donc indépendamment du petit choriste qui, lui, veut garder sa belle voix de soprano et puis qui tire un peu sur son registre de tête. Donc moi, je vois des jeunes hommes de 18-19 ans avec des mufossés, c'est plus le cas où il y a un encadrement familial qui est un peu particulier, un rapport au père, à la mère qui sont particuliers. Je me souviens d'un petit jeune, je l'entraînais avec sa voix grave qu'il arrivait à faire en consultation, puis sa mère était là, c'est la mère qui accompagne souvent ces petits jeunes-là, et puis qui faisait « Oh, mais quelle horrible voix tu as !» Mais cette grosse voix, ben ça, il nous le fait 3 fois par jour. Ben oui, ben c'est sa voix, madame. Voilà, on est dans ce domaine-là. Il y a une doctoresse de Barcelone, Cori Casanova, qui a fait tout un travail sur l'étude de la mue vocale chez les petits chanteurs du Palau de la Música Catalane de Barcelone. C'est une école de chant qui a 2 chœurs mixtes d'enfants, de 6 à 10 ans et de 10 à 16 ans, qui a un chœur de jeunes filles de 16 à 20 ans, qui a un chœur mixte de 16 à 22 ans, et puis qui a un chœur adulte. Alors, ils se sont rendus compte, les différents enseignants, qu'ils avaient envie de mieux prendre en charge la mue de ces enfants, ces petits qui avaient des difficultés vocales. Donc, si possible, le but était de ne pas arrêter le chant pendant la période de mue du garçon. Parce que dans la littérature, c'est fou ce qu'on trouve comme, ben voilà, il arrête de chanter à ce moment-là, il faut le laisser faire sa mue. Et eux, ils disaient, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire arrêter de chanter? Comment on pourrait l'accompagner? Donc, qu'est-ce qu'on a comme signe pour l'aider le mieux possible? Alors, ensemble, ils sont convenus que quand apparaissent les premiers signes de changement de voix, donc des petits couacs, des difficultés dans les aigus, ces changements peuvent être notés par l'enseignant, parfois relevés par l'enfant lui-même. Donc les deux, on est à leur écoute. Il va y avoir une exploration vocale tous les 3 mois par le phoniatre. C'est lourd, hein, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour tous les petits enfants d'une chorale de faire un tel suivi. Si vraiment on avait besoin d'une expertise, je pense aussi qu'une logopédiste aurait cette expertise pour pouvoir le faire. Mais donc là, c'était la doctoresse Casanova qui, tous les 3 mois, venait faire sur le lieu de répétition une évaluation vocale des garçons qui commençaient à avoir des changements de leur voix. Elle faisait systématiquement une mesure du temps de phonation sur un A. Faire un A, c'est voix spontanée, c'est pas voix chantée, voix spontanée le plus long possible. On peut mesurer sa hauteur, on peut mesurer sa longueur. La longueur, on va dire 10 à 15 secondes chez un enfant, elle permet de définir le degré de bonne cohérence entre la fermeture des cordes vocales et la pression du souffle. C'est un bon équilibre. Et si on pense à la mue, il se déséquilibre. Donc il va avoir une réduction de ce temps maximal de phonation. Mesure du temps maximal expiratoire. Ça permet aussi de se dire, mais est-ce qu'il a un temps expiratoire, une capacité pulmonaire qui est correcte? On mesure simplement son expirium. Mesure du temps maximal de phonation sur un Z. Zzz, mécanisme beaucoup plus doux, beaucoup plus fin que le A. Mesure de la fréquence vocale parlée.
Donc elle l'écoute parler et avec un piano, elle se dit voilà, voilà, j'entends ça, ça, ding, 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 c'est un sol 2, c'est un son 96 Hertz. Enfin, à l'oreille, elle définit une ligne musicale et elle va le chercher sur son piano pour savoir où il en est dans sa voix. Vous vous souvenez, 240 Hertz? Si vous l'avez déjà à 200 Hertz, il a déjà significativement changé son fondamental laryngé. Il est en train de changer, même si sa voix est encore acoustiquement plutôt femme, plutôt aiguë. Elle les fait chanter en spontané, elle écoute leur façon de chanter, puis elle va leur faire un phonétogramme. C'est un peu l'audiogramme de la voix, je vais vous montrer ce schéma, où elle va noter les deux mécanismes, le 1, le 2. Pour faire un tel examen, il faut un piano, il faut faire chanter des notes les unes après les autres à l'enfant, dans un son très très doux, puis dans le son le plus fort, et on a une espèce d'image de sa qualité vocale. Je vais vous le montrer après à quoi ça correspond. Et ça nous donne l'efficacité vocale. Et vous vous souvenez que 8-10 ans, on a 3 octaves. Si vous avez déjà un rétrécissement de son ambitus, il est déjà en train de changer, il y a quelque chose qui est moins contrôlable par lui. Une fois qu'elle a fait ce status, donc tous les 3 mois, je ne pense pas qu'ils en ont 15 à chaque fois, hein, c'est pas réunion avec les chefs de chœur, pour replacer l'enfant dans le bon pupitre, pour définir son répertoire, définir ses besoins éducatifs. Est-ce qu'il a besoin d'un travail personnel? Est-ce qu'il faut l'aider à prendre possession de ce nouveau registre? Est-ce qu'il faut adapter les chansons, le faire chanter moins fort, un petit peu moins, le changer de voix? Et puis, est-ce qu'on aurait besoin de faire un examen laryngé chez lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être trop mauvais? Et là, on a besoin de voir ses cordes vocales. Il peut faire des petits nodules, il pourrait avoir des anomalies congénitales, on les aurait déjà perçues auparavant, un kyste épidermique, on aurait perçu qu'il était trop enroué avec un petit ambitus déjà à 8 ans. Mais ça peut se faire se dire, mais oui, il est en train de forcer, là, il développe des nodules. C'est ça le phonétogramme. Donc on a une échelle fréquentielle logarithmique, c'est un piano. Ici, on a une échelle de décibels. En général, on commence avec la note naturelle. A, on fait dire des A. Hein. On lui demande sur la note de référence du A qu'on avait positionné, ding, 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 A. Et on lui dit, tu le chantes le plus doucement possible. A. Maintenant, le plus fort possible. A. Et on va les mesurer avec un sonomètre. 30 cm de distance, une mesure qui doit être précise. Et on va noter ces 2 points. Cette distance-là, elle nous donne une puissance vocale, une capacité d'augmenter l'intensité de la voix. Si c'est très restreint, s'il y a un forçage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a une discrépance entre la fermeture, la pression d'air qu'on donne, il y a quelque chose qui cafouille. Dans les notes de passage, chez tout le monde, si ce n'est pas quelqu'un qui a bien travaillé sa voix, on voit dans le phonétogramme un petit accident, un petit accroc sur cette dynamique d'intensité. On va lui faire ensuite chanter les notes les unes après les autres le plus doux possible. Puis à chaque fois, on va noter la mesure d'intensité. Les notes depuis la note médiane, le plus fort possible, note après note. Et on va faire la même chose dans l'aigu pour aller vraiment jusqu'au son le plus aigu. On dit que dans le phonétogramme, on va jusqu'au sifflet, on ne cherche pas un timbre joli, on ne cherche pas une belle qualité. Et puis on va avoir une étendue vocale à la fin qui ira de là jusque là. Et on aura une dynamique d'intensité qui sera toujours réduite dans les extrêmes graves, toujours réduite dans les extrêmes aigus. Et puis vous voyez qu'il est normal de ne pas pouvoir chanter tout doucement un aigu. Et que par contre, on ne peut pas chanter très fort un très grave. Ça, c'est la dynamique normale de notre fonctionnement de larynx adulte normal. Mue vocale chez le garçon. Donc, elle a fait des phonétogrammes chez chacun d'eux en écoutant bien dans quel registre il lui chante ce son. Elle a mis en bleu le registre 1, donc le mécanisme 1, la voix de poitrine, et elle a mis en rouge le mécanisme 2, donc la voix de tête. Ça, c'est un enfant de 12 ans. On voit apparaître le mécanisme 1. Dans le doux, elle n'arrive pas à en obtenir, il reste en mécanisme 2. Et puis par contre, il a encore un mécanisme 2 qui est vraiment bien développé, avec ici une petite baisse de fréquence, c'est peut-être ce qui va devenir son passage plus tard.
souvent le M1 surprend l'enfant. Elle l'a amené, elle a diminué, mais puis tout d'un coup il est dans un registre un peu différent. Il conserve son M2, qui peut être plus difficile dans les aigus. Sa voix parlée commence à s'aggraver. Donc là, c'est ce changement de hauteur tonale. Là, c'est l'enfant de 14 ans. C'est pas le même. Hein. On voit qu'il a élargi son mécanisme 1, qu'il est en train de diminuer ses compétences en mécanisme 2. C'est cette période-là qui, pour elle, est la plus dangereuse, parce qu'il est faible, il est instable sur le 2, il aura envie de rester dans son 2. Et c'est là qu'on doit... Oui. Ah mais oui, je suis désolée. Ah mais j'étais sûre que vous voyez la petite souris, je suis désolée. Donc ça c'est le mécanisme 1, ça c'est le mécanisme 2. On voit qu'il est en train de le pincer, son mécanisme 2, par rapport à ici. Il a une dynamique d'intensité qui est nettement réduite. Il a élargi son mécanisme 1, donc si on continue à le faire chanter, à l'encourager à chanter dans son M2, dans son mécanisme de voix de tête, il peut être amené à forcer. Et c'est là qu'il faut pouvoir moduler son chant, lui demander de ne pas chanter fort, de perdre peut-être sa position de leader dans le groupe choral dans lequel il était, lui dire mais tu verras, tu vas avoir une belle voix, on va y arriver, l'encourager, mais ça ne veut pas dire le faire arrêter de chanter, ça veut dire lui dire on va chanter un petit peu différemment pour permettre à ta voix de bien se développer. Ça, enfant de 15 ans, alors les deux mécanismes sont utilisables, environ 2 octaves pour le M1, 1 octave en M2, ça c'est un enfant qui a fait sa mue. Il est moins performant sur le M2 que ce qu'il n'était quand il était un petit soprano, mais il va vraiment maintenant pouvoir dans la chorale reprendre une position de jeune homme, avec une voix de jeune adulte, en maîtrisant aussi un petit peu du mécanisme 2 quand il doit aller dans des extrêmes aigus. Et puis ça, c'est un enfant avec un trouble vocal, 15 ans. Et vous voyez que lui, d'abord, il n'est pas capable de chanter tout doucement les notes graves, aussi doucement que celui qui a bien maîtrisé son mécanisme 1. Donc là, on a une dynamique d'intensité pincée, mais aussi une limite. Il doit pousser sa voix pour atteindre un son. Sans cela, il ne fait pas vibrer ses cordes vocales. Et puis, vous voyez que son M2, il ne le contrôle plus. C'est assez mélangé. Le M2 est trop étroit, moins efficace que le M1. Et là, on se pose la question d'une lésion cordale. Et effectivement, cet enfant en stroboscopie commençait à développer des nodules cordaux. Pour cet enfant-là, ils ont décidé d'arrêter le chant pendant 3 mois, de lui faire suivre une rééducation orthophonique pour bien placer sa voix parlée et travailler ces 2 mécanismes de voix. Les nodules ont disparu et puis il a pu reprendre la chorale. On est dans des cas idéaux, mais les conseils qui sont donnés, c'est pendant cette nuit, on continue à chanter si l'enfant est motivé, mais on chante sans forcer, ni vers le grave ni vers l'aigu. On ne cherche pas à chanter fort. On chante en registre mixte, plutôt en descendant de la tête vers la poitrine que de démarrer dans un son de poitrine. Peu à peu, on l'amène à son registre de poitrine. Si les difficultés sont importantes, on le fait chanter 10-15 minutes. Et puis peu à peu, on va élargir, 20 minutes, 30 minutes. On va lui dire, mais maintenant, tu reposes ta voix un petit moment. Tu vas chanter ça avec les autres, parce que ça, c'est bien adapté pour toi, mais pas cette partie-là où, là, tu les écoutes et puis tu chantes pour toi. Et puis, il conseille aussi d'éviter le chant en fin d'après-midi ou après des efforts physiques, parce que, et ça, on le voit aussi chez des adultes qui sont dysphoniques, qui ont des problèmes de cordes vocales, les muscles vocaux sont fatigués par l'effort. La respiration, l'effort qu'ils ont fait, même si on n'a pas parlé. Donc, quand tout le corps est fatigué, la musculature est fatiguée, des muscles vocaux qui fonctionnent un peu moins bien et avec moins de précision, il ne faut pas les solliciter à fond à ce moment-là. Alors, de nouveau, les cours de chant, à quelle heure on les fait? On n'a peut-être pas toujours le choix de pas les faire à 4 heures de l'après-midi. Et le timbre. Donc le mécanisme que l'enfant utilise en chantant correspond habituellement à celui de sa voix parlée. Donc si il va
parler en mécanisme 2, si c'est son mécanisme le plus naturel, celui pour lequel son larynx est bien constitué. Donc on va avoir une petite voix aiguë de soprano, une petite voix aiguë. Bien qu'elle mise prioritairement au mécanisme 2, de tête, la voix de l'enfant a un timbre, une caractéristique particulière qui est différente de celui d'une voix de femme. Il n'a pas le même renforcement harmonique, il n'a pas la richesse harmonique de la voix de femme. La voix de l'enfant a un timbre reconnaissable, surtout en chant. On dit qu'elle est claire, on parle de fraîcheur, on parle de pureté du timbre, quelque chose de beaucoup plus, de plus simple, je dirais. Cette pureté de la voix de l'enfant. Il a moins d'harmonique tout autour. Et on parle parfois d'une voix d'enfant dite droite, je ne sais pas si c'est des termes que vous utilisez, mais parce qu'elle est dépourvue de vibrato. La voix naturelle de l'enfant, elle n'a pas de vibrato. Mais par contre, méfiez-vous de celui qui est en train de vous en développer un à 8-10 ans, qui est allé imiter son chanteur préféré. Lui, il ne faut pas l'encourager à faire ça, se dire « Ouh, mais qu'est-ce qu'il a un beau vibrato à son âge ?» Il est en train de préparer sa fatigue vocale de 20 ans, 22 ans, 30 ans d'âge. Problème de justesse. Rarement, c'est quelque chose qui est cérébral, qui est central. Ça, c'est vraiment rare, les amusies. Et je ne saurais pas vous dire comment on peut le prouver. Ça, je n'ai pas trouvé un examen qui permet de dire « mais lui, c'est parce qu'il a une lésion centrale, un développement de son cerveau qui fait qu'il ne chante pas juste ». En général, c'est un enfant qui n'a pas entraîné une mémoire corporelle, une mémoire sensitive, un rythme, une éducation des intervalles. Chanter juste consiste à reproduire avec exactitude des intervalles correspondant au code musical que l'on utilise. Il faut que ces intervalles aient pu être fixés dans la mémoire avec exactitude, donc il faut qu'il entende bien. On repense à notre petit avec son otite moyenne sécrétoire dans l'enfance ou au petit sourd. Alors là aussi, il y a des études qui ont été faites chez des petits avec implant cochléaire. Même si on les a bien éduqués en chant, ils restent vraiment moins bons et moins justes et avec un moins beau timbre avec un implant cochléaire qu'un enfant normand-entendant. Il faut que ce son mental, il faut qu'il ait une représentation mentale du son, de hauteur précise, soit transformé en son réel par l'appareil vocal. Les mécanismes physiologiques qui règlent ces variations de fréquence ne sont pas programmés à l'avance. Ils se fixent progressivement au fur et à mesure d'utilisation vocale. Donc on va être des enseignants de la justesse et de la bonne écoute. L'enfant peut également entendre juste et ne pas réussir à reproduire ce qui est attendu. Il peut s'agir d'un problème périphérique, perceptif, il n'a pas bien détecté les différences de fréquence, ou des difficultés de mémoire, mais on parle d'imaginaire musical. L'enfant peut ne pas oser chanter, il peut refuser l'apprentissage. Il peut également s'agir de difficultés motrices donc qui empêchent les coordinations nécessaires au chant. Avant 6 ans, tout enfant peut avoir une justesse vocale approximative. Ça ne va pas être un manche. S'il est un petit peu bourdon à cet âge-là, on a vraiment des chances de l'éduquer encore. C'est surtout un défaut d'écoute. Et ces petits, il faudrait leur apprendre à écouter. Répéter, répéter, répéter. Et parmi les auteurs que j'ai lus, ils disent souvent la voix humaine, elle a une attaque qui est pas très précise dans son timbre. Elle a un timbre qui est riche en harmonique, qui est plus difficile à percevoir et à mémoriser qu'un timbre de piano. La note au piano est beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, beaucoup plus figée dans sa fréquence que la même note chantée par une voix d'adulte. Mais tous disent, il faut le faire travailler. Et il faut lui faire travailler des intervalles, et des petits intervalles, et remettre sans arrêt le métier sur le travail sur le métier. Enfin voilà. Ne pas négliger le solfège. Pour moi, c'est un équivalent d'apprendre à parler. Quand quelqu'un a de la peine à apprendre à parler, si on lui apprend à lire, il met des lettres et des mots dans sa tête. Il a une représentation mentale graphique de ce qu'il va dire. Si on lui apprend le solfège, il va avoir une représentation graphique qui va aussi lui permettre de faire des intervalles. On lui apprend ces décalages de fréquences. Donc le solfège reste vraiment important pour ces petits. On voit les notes. On doit apprendre à s'écouter et chacun de ces auteurs disent il faut qu'il s'entraîne. Et même un adulte qui chante faux, il peut apprendre à chanter juste en s'entraînant.
Voir les notes, les entendre mentalement va aider, d'où l'importance d'apprendre la musique, ses intervalles avec un instrument bien accordé. On entend plus facilement la justesse dans son piano qu'un son vocal, attaque du son moins précise, diversité des timbres. Et Ormezzano, là, il disait, mais vous vous rendez pas compte le nombre de pianos désaccordés qu'on a dans des familles. Et ça vous fait une oreille qui va apprendre pas juste. Allez voir le piano de vos élèves. Donc, en résumé, ces particularités de la voix de l'enfant, après je vais vous faire encore écouter quelques voix, mais je les ai piquées sur YouTube, c'est juste pour vous donner ce petit tableau de ces timbres de l'enfant. Donc, les organes vocaux de l'enfant évoluent, ils se transforment sans interruption jusqu'à l'âge adulte. Et c'est ça qui peut faire la difficulté d'un enseignant, c'est qu'il n'a pas 6 mois devant lui ou 1 année devant lui où c'est un instrument stable. On peut parler de maturation. Les caractéristiques physiques et acoustiques sont particulières. L'enfant n'est pas un mini-adulte. Et ça, de plus en plus, on nous le dit aussi en pédiatrie. On nous dit, mais arrêtez de vouloir soigner les petits gamins, vous les ORL, comme si vous soigniez un bébé adulte. Il a des caractéristiques physiologiques, développement des muqueuses, réactions aux antibiotiques qui sont différentes. Voilà, donc on nous l'enseigne beaucoup. Et c'est aussi ça dans le chant et dans l'art vocal, c'est de se dire, c'est une petite personne en elle-même qui n'est pas un mini petit, un mini adulte. Sa voix va évoluer peu à peu en ménageant son intensité et en travaillant sa justesse. Donc on va travailler la justesse, on va lui demander de se ménager, on ne va pas le faire hurler, brailler. Enfin, on va lui demander de ne pas hurler, brailler. Le garçon peut continuer à chanter durant sa mue, en principe, pour autant qu'on l'aide à s'adapter progressivement à sa nouvelle voix. Et ça peut être ça la difficulté, c'est d'avoir quelqu'un qu'on doit coacher un petit peu plus, qu'on ne peut pas laisser dans le groupe tout seul à lui-même à essayer de continuer à suivre les autres. Il ne peut pas suivre les autres, il a besoin d'un guide qui le prend par la main et qui va lui faire un chemin à lui dans cette chorale pour qu'il ne s'en dégoûte pas, pour qu'il ait envie de continuer, pour qu'il puisse continuer à aimer la voix puisqu'il l'a aimée jusque-là. Je vous montre encore ces quelques exemples. Je ne sais pas si pour vous, il y a déjà des questions, des remarques que vous auriez aimé faire. Là, j'arrive au terme de la présentation théorique. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai l'occasion de suivre un jeune adulte de 16-17 ans. Et effectivement, il avait une apnée, en fait, il n'avait plus de son. J'ai vu des slips qui semblaient à peu près les notes de passage. Et j'ai fait un petit emprunté, c'est la première fois que ça arrivait. Alors, lui ne voulait plus chanter du tout, donc effectivement, je l'ai encouragé à chanter dans les endroits où il était à l'aise, haut et bas. Et en fait, étonnamment, après 6 mois, les notes de passage sont réapparues. Mais je voulais savoir si c'était normal. Je veux dire qu'il n'avait plus de voix qui sortait du tout, donc il n'arrivait pas à ajuster en fait ses cordes. Voilà. Alors, ça peut être entre guillemets normal, puisqu'il doit maîtriser l'étirement et le volume de ses cordes vocales avec des muscles et un volume qui a vraiment changé. On lui a donné des grandes béquilles alors qu'il avait des petites béquilles jusque-là, ou on lui a donné des hauts talons alors qu'avant il marchait sur des talons plats. Et ça peut, justement dans ces transitions grave-aigu, mécanisme 1, mécanisme 2, être un endroit où le corps ne sait pas quoi faire. Et où il va crisper, en général c'est le pharynx qui se crispe autour, et cette crispation bloque l'étirement de la corde vocale, le relâchement du muscle vocal, et puis peut faire ce genre de phénomène. Oui. La durée, si vous voulez, de la commune, en fait. Et voilà, c'était génial. Enfin, de voir tout à coup, découvrir sa voix et qu'elle arrive. Mais c'est vrai que c'était c'est encourageant de se dire qu'effectivement, oui. C'est arrivé. Oui. Voilà, c'est vrai que moi, je l'ai envoyé chez Novo, etc. Je me suis dit, c'était normal, mais effectivement. Pour moi aussi, la mauvaise expérience, à un moment donné, va se reproduire, va donner une appréhension à ce moment-là de la note et va induire de nouveau, schéma corporel, une fausse réaction, quelque chose qui crispe. On le voit aussi chez des adultes qui ont de la peine à atteindre des aigus parce qu'ils
ils se disent « mais de toute façon je vais pas l'atteindre, je vais pas l'atteindre, je vais pas l'atteindre », et puis ils crispent tout et puis la note passe pas. C'est comme ça que je pourrais l'interpréter, cette anomalie que vous avez notée. Vu que je suis en musique moderne, j'ai souvent des jeunes adultes. Et l'autre question, je me permets, c'est par rapport aux filles. J'ai eu une fois une jeune fille qui vraiment, j'ai entendu cette différence de tiers. Les parents musiciens ont entendu. Donc, eux ont été attentifs à ça, ils m'ont envoyé. Alors du coup, je voulais savoir si ces jeunes filles qui ont cette tenue un peu plus marquée, c'est assez rare quand même, voilà, sont dirigés un chœur, ou voilà, si ces jeunes sont dans un chœur, est-ce qu'on peut encourager peut-être l'exercice de chœur à les changer de voix? Est-ce que ça va vraiment les fatiguer si elles continuent à chanter en haut? J'en ai une clairement actuellement, elle dit ah, ma directrice de chœur, elle dit qu'il faut que je continue à chanter en haut parce que ça va me permettre voilà, d'élargir mon timbre, etc. Elle a clairement une voix plus basse, elle peut chanter en haut, et jusqu'à quel point elle aura une fatigue vocale? Ben, on aura quand même des jeunes femmes qui deviennent des altos et puis qui seront plus adaptées aux voix soprano qu'on leur a fait chanter quand elles étaient petites. Donc moi, j'aurais tendance à la moduler plutôt dans une voix un petit peu plus grave, mais en se méfiant du trop grave du bas de l'alto. C'est ça, ben c'est bien. C'était bien de quand même partir d'en haut, Voilà. pas perdre en fait ce qu'elle a. Oui. Mais on ne va pas partir de l'extrême aigu. Voilà, on part dans du confortable. Et puis c'est vrai que dans un chant, c'est difficile de lui faire chanter que le confortable. Mais voilà, l'idéal serait de lui trouver des chansons qui sont adaptées à son mal-être temporaire dans le très aigu ou dans le très grave de son ambitus. Je pense que c'est aussi de parler avec elle, de voir à quel point elles se sont fatiguées aussi. C'est ça. Régulièrement, de plus en plus, des angines, voilà, quand on est sorti dans un cœur, je me dis, tiens, peut-être que ça a une relation claire avec la fatigue. Il y a des pseudo-angines qui sont simplement des douleurs musculaires, des tensions. Et ça, c'est un indicateur de se dire, elle force, elle tire trop. Là, il y a quelque chose où il faut vraiment qu'on modère la force, les étendues vocales qu'on lui demande. C'est vrai que si on demande la légèreté, on va à l'encontre un petit peu de cette mode de... Oui. Voilà, j'ai récupéré des jeunes qui Oui. ont pris des cours de chant, voilà, ils avaient passé par son piano, crier, et du coup, on va vraiment à cette rencontre. Mais c'est vrai qu'en logopédie, on doit souvent d'abord rééduquer, retrouver un mécanisme léger. C'est cette pseudo-voix de tête où on est dans une voix douce et pas vraiment comme ça. On doit le réapprendre, la légèreté du timbre, de la voix, on doit les ramener à ça. Et en particulier dans cette période de transition où il ne faut pas être dans des appuis forts, dans des résonances fortes, on doit être dans cette légèreté que vous évoquez. Qui est vraiment pas facile. Ben non, mais surtout qu'ils entendent des Céline Dion et puis des... Voilà, qui sont pas ça. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça serait intéressant de travailler la voix parlée aussi. Bien sûr. Surtout avec les garçons. Oui, bien sûr. Des déclamations, bien sûr. En logopédie, c'est ce qu'on va faire d'abord. Et puis éventuellement aller chercher des chants pour justement un peu élargir, étirer, assouplir le système. Mais oui, avoir une belle voix parlée, c'est important. Moi, je vois chez ces jeunes hommes qui pendant 2-3 ans se sont exprimés avec une mue faussée, une voix trop aiguë, on a des fois une raucité. Au moment où le muscle vocal doit s'adapter, retravailler, ben la voix est pas bien, c'est instable, il ne sait pas, comme un élastique qu'on aurait étiré, et puis on lui demande de peu à peu reprendre une forme homogène et un contrôle homogène. Donc là, on peut avoir vraiment des raucités persistantes alors qu'il n'y a pas de lésion cordale. Oui, le travail de la voix parlée est important. D'autres choses? Sans cela, je vais passer. Alors, c'est des choses c'est des captures d'écran, mais le premier que je vais vous faire entendre, j'espère qu'on va le retrouver ici. Peut-être pas. Si, peut-être ici. Voilà. Quand vous avez vu Voice Kids en 2015, vous avez sûrement vu le petit Martin. Je ne sais pas si vous regardez ces émissions. Moi, je les regarde très très peu. Mais pour cette présentation, je suis allée en écouter un certain nombre. Et puis, c'est assez intéressant d'entendre ces petits. Alors, le petit Martin, à 7 ans, il avait passé à l'école des fans. Et là, je vous fais écouter sa voix.
Vas-y alors. Juste une question. Je voudrais savoir comment mon petit frère est né. Il est mignon, mais je ne sais pas comment il est arrivé par le courrier. Mais non, par l'autoroute certainement pas, par le train, en avion. Pour moi, il est en mécanisme, hein, ce petit garçon. Et puis, il pousse sa voix, et puis il chante plus ou moins juste, et puis mais il a du plaisir à chanter. S'il chante toujours comme ça et à tue-tête, à mon avis, il est enroué et fatigué en fin de chant. Je sais pas ce que vous en pensez, Mme Tuby, mais voilà. Ça, c'est le petit Martin, à 7 ans. Et comment et pourquoi on me répond toujours. Et donc, ce petit, il adore le chant, donc il a continué, il fait partie d'une chorale, il a... Oh, qu'est-ce qui me fait mal? Mouse. Là. Il y a ma souris qui veut plus m'aider. Hop. Il faut que je l'enlève. Mais moi, je la vois plus. Ah, alors attends. Ah bah oui. On va faire Escape. Voilà, je vois les choses. Puis vous la voyez plus, je pense. Maintenant, c'est Martin, en 2015, à 13 ans. Donc il a fait partie de Voice Kids. Et puis, il vient vraiment comme un bon petit chanteur. Et puis il fait de la chorale. Et puis... Mais voilà. Il nous chante un Bruel. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Encore une fois, on l'a gardé plutôt dans son registre 1. Il n'a pas encore mué. Pour moi, c'est une voix tirée, c'est une voix qui est vraiment dans l'effort, dans la tension. Mais vous allez voir les réactions des chanteurs qui vont devoir le choisir. Ils adorent ça. Ils adorent ça, mais pour moi, un petit comme ça, il ne va pas faire une carrière. Il va muer, il va avoir, avec ce, entre guillemets, forçage vocal. Mais il avait un forçage minime à 7 ans, il l'a toujours à 13 ans, il ne s'est pas arrêté de chanter, il n'a pas fait de nodule, son petit corps, il a supporté tout ça. Mais je pense que ce n'est pas un adulte qui va pouvoir continuer avec ces tensions-là à faire une carrière de chanteur qui tient vraiment la route. Ou alors, c'est une carrière de chanteur de variété avec un micro, et puis il va adapter sa voix comme ça. Regardons-les et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son cœur. Julien n'a rien dit quand il s'est fait la paix. Puis à ces émissions, ce qu'on aime, c'est ce pseudo petit adulte. Mais on aurait intérêt à le faire chanter en plus léger. À pas être aussi timbré, adulte, qui est en pseudo-belting ou en choses comme ça. On devrait l'entraîner plus léger. En mixte. Plutôt en mixte, mais oui. Mais oui. Ils aiment, je regarde de temps en temps, je parle beaucoup avec mes élèves, ils entendent une sensibilité musicale, c'est-à-dire ils peuvent entendre, même si l'enfant force, qu'il a cette oreille. Et du coup, c'est souvent pour ça qu'ils se retournent. Donc si vous voulez, c'est au-delà De ce qu'ils sont en train d'entendre, bien sûr. Oui, oui. C'est aussi ça, à mon avis, et effectivement, une capacité émotionnelle comme un adulte qui est assez étrange. La petite Gloria, 6 ans. Alors là, on est dans une voix de petite. Mettez-le un petit peu plus fort. Elle aussi, elle est en MA.
Voilà. De nouveau, pour moi, elle fait une prestation chantée, elle va pas ficher en l'air ses cordes vocales. Mais si elle ne chante que comme ça, à mon avis, elle va pas développer une belle voix ample, souple, élastique. Elle va tout crisper dans un aigu et des tensions qui vont peu à peu figer son système. Et nous, on veut qu'il développe, on veut que ce soit une belle voix ample. Et là, elle est en train de se mettre là dans un petit secteur. Je sais pas si vous êtes d'accord comme musicienne, Alors, le petit Baudouin, vous le connaissez, c'est le petit chanteur de la Croix de Bois. C'était lors d'un concert à Séoul. Mais je vous mets peut-être le petit Monnier d'abord, le petit des choristes. Mais peut-être, on va les mettre dans l'âge quand même. Baudouin, là, il a 12 ans. Donc c'est le Ave Maria de Caccini de Vladimir Vavilov. C'est là qu'on parle de clair, droit. Clairement, mécanisme M2, petit soprano, ça pour moi c'est vraiment la voix du garçon chanteur, du petit qui n'a pas muet, qui est, 12 ans, il va commencer peu à peu à changer sa voix, mais... C'est pas déjà du mixte pour vous? Par moment? Oui, dans les plus graves, il est en mixte. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y en a un chez qui on l'entend plus encore le mixte, c'est le petit Jules, 13 ans. Ça c'était à l'émission Prodige de 2014. Là, il va toute petite instabilité, mais ce petit vibrato. Là, il se met en 1. Je les ai choisis pour montrer ce timbre de l'enfant. C'est pas celui d'une femme, c'est pas celui d'un homme. Il y a une chose qu'on apprécie chez l'enfant, qui est cette espèce de lisse, de précision du son. Un peu moins peut-être de sentiment. Moi, je vibre plus avec une voix de femme ou vibrato, mais ensuite il y a le petit Monnier, 13 ans. Voilà, 15 ans. Alors lui, il est grand maintenant, hein. Il a 10 ans de plus, 15 ans de plus, puis il recommence à faire une carrière de jeune chanteur, il a mué. Il est un peu plus grave que son collègue. Donc il passe la main. Jeune femme, 14 ans, Madeleine, de nouveau nom prodige.
Et puis l'adulte, alors c'est Cécilia Bartoli, voilà, on n'aime pas, enfin voilà, c'est elle, où on a vraiment le timbre, le vibrato de la femme adulte. Peut-être qu'elle veut plus qu'on la voie, j'en sais rien, mais... Voilà, c'était les exemples que j'avais choisi de vous montrer. Je vous remercie de votre attention. Je réponds à vos questions. Oui. Je voulais juste dire que cette voix de Bartoli, elle a quand même un vibrato, je trouve assez important. Oh, moi, je le trouve important, hein. Oui, oui. Qui n'est pas comme un chanteuse lyrique. On peut imaginer qu'il est déjà un peu trop accentué chez elle, absolument. Oui. Moi, j'ai une autre question par rapport aux enfants qui ont vécu jusqu'à 6 ans dans une langue et qui changent, ben voilà, qui migrent, comme on a beaucoup de ces enfants qui arrivent chez nous. Est-ce qu'à partir de 6 ans, ça peut poser des problèmes phonatoires importants de changer de langue quand c'est des langues très très différentes du français? Ça ne va pas abîmer leur corde vocale ou les faire forcer, mais ils vont avoir de la peine à bien prononcer le français. Beaucoup plus que si on le leur avait appris à 2 ou 3 ans. Ils vont devoir, il y a des sonorités qui vont avoir beaucoup de peine à faire de façon précise parce qu'ils ne l'ont pas appris tout petit. Un peu comme nous, comme adultes, si on doit apprendre le chinois, il y a des sonorités qu'on aura plus de peine à reproduire. Mais à 6 ans, ils ont plus de plasticité, ils vont être quand même meilleurs qu'un adulte qui arrive à 20 ans en Suisse. Je module un peu ma réponse parce qu'il y a des personnes adultes qui viennent en me disant, quand je parle en français, ma voix va bien. Quand je parle en allemand, je ressens une fatigue vocale. On peut avoir une mélodie de la voix dans une langue ou dans une autre, en parlant, qui nous fatigue plus, où on est plus dans le grave, plus dans l'aigu, plus chantant, et avoir des organes phonatoires qui n'ont pas encore été suffisamment musclés pour bien se conformer à toutes les fluctuations du rythme et de la mélodie d'une langue donnée, d'une langue particulière. Je peux bien comprendre que... Et puis, il y a probablement aussi une histoire de culture musicale. Un petit qui a entendu des mélopées très différentes de nos mélopées occidentales, peut-être que lui, il a de la peine aussi à... Il doit apprendre cette nouvelle musique. Oui, ça peut être aussi très psychologique, dans le domaine un peu affectif. Affectif, mais aussi d'apprentissage. On apprend notre justesse et notre son interne avec les mélodies, les chants, les musiques qu'on a entendues depuis notre plus bas âge, la voix de nos parents, voilà. Il y a un décalage qui est important, pas simplement dans la prononciation des mots ou le rythme des phrases, mais aussi, je pense, dans la mélodie dans laquelle ces enfants ont été baignés. Quand un enfant a encore la difficulté après 2 ans de langue étrangère et qu'il a fait 2 ans dans la langue enseignée dans son école et qu'il a encore des difficultés, c'est qu'à quelque part il y a quand même des problèmes phonatoires assez... S'il a une belle voix, pour moi, c'est plus qu'un problème phonatoire, c'est un problème d'intégration, c'est un problème de contrôle cérébral, d'intégration du langage. Il n'a peut-être pas de dyslexie ou de choses comme ça, mais ça s'apparente plutôt à ces domaines-là, où il pourrait... Ah, donc la voix n'est pas bonne non plus, ou bien? J'ai jamais vu ça, mais c'est pour ça que ça m'interpelle. Je pense, si vous me dites ça, à un problème aussi psychologique, à un problème justement de choc de culture et autres, de refus, des choses comme ça. Ou alors carrément aussi des lésions cordales.
Pour moi, quand un enfant a une voix qui ne va pas, qui est enrouée, qu'on se pose la question 36 fois, à un moment donné, il faut qu'on aille voir ses courtes vocales. Pour éliminer les choses qui... Ben voilà, il n'a pas d'anomalie morphologique. On ne connaît pas son passé, on n'est pas... Une logopédiste ne va pas pouvoir faire ce travail-là, ou bien? Elle ne va pas pouvoir regarder les courtes vocales, mais par ses connaissances, elle va aussi pouvoir apprécier son niveau langagier, ses capacités articulatoires. Est-ce qu'il aurait un voile du palais qui ne fonctionne pas bien? Est-ce qu'il a une dyslalie? J'ai vu à une reprise une petite fille qui avait une petite anomalie cérébrale qui est incapable de bouger sa pointe de langue. Elle est intelligente, elle parle bien, mais elle parle comme ça. Même à 10 ans, elle parle comme ça. Parce qu'elle est incapable de... Donc il y a des petites choses structurelles. Là, une logopédiste, elle saura pointer l'endroit qui ne va pas. Oui. Au point de vue de l'air sur la voix, c'est vrai que les enfants, ils ont souvent pas mal d'air. Ouais. Jusqu'à quel âge ça doit se souci? On dirait après la puberté. Ouais, jusqu'à la puberté, Oui. c'est normal. J'aurais peur qu'il force s'il veut vraiment supprimer cette air. Mais si c'est de l'air, vraiment comme ça, à un moment donné, on va regarder ce qui se passe sur ses cordes vocales. Oui, oui. Après, il y a aussi, il pourrait s'habituer. Schéma corporel, voilà, ma voix c'est celle qui a de l'air. Donc de temps en temps, chercher à l'amener à trouver un autre son. En fait, on leur donne plein de choses aux petits. On leur donne plein de modèles, plein d'exemples différents pour qu'ils ne se fixent pas dans une seule chose. Voilà. Oui. Juste pour revenir sur ces questions, parce qu'après des jeunes filles, par exemple, qu'on peut faire directrice, et qui arrivent en classe de chant et qu'on essaie de venir sur la voie, finalement ça se travaille, et évidemment ça peut être réglé. Oui. Ça ne peut pas se faire avec un enfant aussi, dans ce contexte. Alors ça peut se régler aussi, mais voilà, je tâterai le terrain, je le ferai de temps en temps revenir à une voix plus travaillée, à chercher, mais pas interdire l'air sur la voix, pas qu'il tire trop. Mais c'est un travail qu'on peut faire quand même. Bien sûr. La sur la voix, c'est normal. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Et du coup, est-ce que plus globalement, la question du travail en cours individuel de chant, par exemple avec les enfants, entre 10, disons, et 15 ans, est envisageable de manière assez similaire à un travail avec les adultes en prenant compte de ce qu'on a vu, c'est-à-dire le développement peut-être de la respiration, la facilité peut-être plus ambiguë, mais est-ce que c'est un travail sur la voix qu'on peut faire avec précaution? Moi, je pense même qu'il est bien adapté à un enfant, justement. Dans cette période-là, s'il a la chorale, mais plus un travail individuel, il va être plus sensible à ce qu'il fait en chorale après. Ça, je pense que c'est très bénéfique, ça. Et puis que vous pouvez effectivement travailler comme vous le feriez avec un adulte, en tenant compte des restrictions dont on a parlé pour l'enfant. Plus grande fatigabilité, pas pousser l'intensité, faire attention aux extrêmes, des choses comme ça. Mais ce sera tout bénéfice pour lui que d'avoir vraiment quelqu'un qui le coach et qui l'aide à développer les choses individuellement. Oui, parce que jusqu'à quelques années, justement, commencer le chant en conservatoire, c'est 16 ans finalement. Bah oui. Mais du coup, Oui. Ouais. Enfin, est-ce que ça avait un sens alors qu'elle existe? On se fait comme ça. Oui, oui. C'est Donc, ça. bah, c'est Parce demander à que les parents, aussi, après, moi je dis souvent aux parents, on va faire une courte durée. Parce que votre enfant, pour l'instant, la voix n'est pas mature. Donc, moi, je ne peux pas dire si cette enfant se va chanter ou pas. Ouais. Donc, c'est très intéressant de mettre les parents avec, et puis que l'enfant soit conscient que, voilà, il sera qu'il commence un cours de chant, qu'il va commencer une carrière, avec de voice et tout ça. Par contre, je dis tout de suite, je ne vais pas faire le même travail. Oui. Donc, dans un sens, c'est adapté, mais c'est vrai que nous, on demande qu'il fasse partie du choral en même temps, parce qu'après, l'enfant chanteur seul devient un jeune adulte qui n'a aucune faculté d'harmonie, et voilà, c'est très difficile. On pense à l'écoute. Ils apprennent à écouter en chorale. Oui, il y a un ressenti qui est important dans la chorale. On mélange surtout les voix. Ben oui. Ça fait l'écoute. Non, c'est... Voilà. Une question encore par rapport à ce que vous nous avez montré sur le phonetogramme. Les chercheuses travaillaient sur la voix des A. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est une convention internationale de neutralité. Quand l'Union européenne des phoniatres a défini la façon de faire un phonétogramme il y a en tout cas 20 ans, ils ont défini que la voyelle A, c'est celle qui demande le moins de configuration
de tension et de la langue et du pharynx. A, c'est la plus neutre. Tandis que dans le I, le U, on va déjà avoir des tensions différentes d'un individu à un autre. Donc on a cherché le plus plat, mais pas forcément le plus facile. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans les ouvrages historiques, on voit que la plupart des vocalistes se travaillent sur trace. C'est pour l'articulation plus centrale. Oui. C'est ça, voilà. La neutralité, Et puis dans certaines recherches, mais ce n'était pas chez l'enfant, il y a des chercheurs qui font leur phonétogramme sur un I, mais pour chercher la particularité du comportement et de l'étendue vocale et de l'intensité avec une voyelle plus à stress plus important, il y a plus de force mise en jeu. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée.